On ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, aujourd'hui on a un invité dans Immédiat. Il s'agit du premier condamné pour de la désinformation climatique. Alors on est évidemment ravis de le recevoir. Climatique avec des guillemets bien entendu. Il arrive sur le plateau juste après la virgule. Et donc ça chamboule un peu notre organisation. D'habitude il y a le dossier du jour et l'image du jour. Cette semaine c'est l'interview de la semaine. Voilà, et évidemment il y aura les habituelles pastilles de l'information et le portrait piquant de la semaine qui est une rediffusion consacrée à Léa Salamé dont on va beaucoup parler dans les pastilles, vous verrez. Si le programme vous plaît d'ores et déjà, eh bien n'oubliez pas d'agrémenter notre vidéo du petit pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous après le descriptif de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager, à vérifier que vous êtes bien abonnés. On approche du 1 million, je vous le rappelle chaque semaine, d'abonnés sur YouTube. Et ce sera un beau cap à faire franchir à TV Liberté. Juste après la virgule, on se retrouve. C'est parti pour Immédiat. La première condamnation pour désinformation climatique vient de tomber. Il s'agit d'une amende de 20 000 € qui a été infligée à CNews par ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont reçu cette amende ? C'est parce qu'il y avait Philippe Erlin sur leur plateau. Bonjour monsieur, vous êtes avec nous. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur le plateau d'Immédiat. Alors, on va vous en dire plus tout de suite, mais chers téléspectateurs, mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé, eh bien peut-être regardons la vidéo de votre passage. C'était en juillet 2023. La condamnation de l'Arcom était en 2024 et le Conseil d'État vient de le confirmer en 2025 donc, et de confirmer cette amende. On regarde le petit extrait et tout de suite après on en parle. Juillet 2023 serait le mois le plus chaud jamais enregistré. Pour comprendre l'état de la situation, nous sommes avec Elena Maximovic, météorologue. Bonjour, exactement. Le mois de juillet, et d'ailleurs c'est déjà depuis le mois de mars que l'anomalie globale, de température globale sur notre planète, donc elle était déjà élevée. Et cette anomalie était hors norme, hors commun, même pour tous les modèles climatiques. Faut-il être inquiet ? Tout ce que vous nous dites là et n'est pas très rassurant. Oui, c'est pas rassurant. On voit que en effet, les observations collent beaucoup plus au scénario pessimiste que au scénario optimiste. Philippe Erlin. Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. Comme le rappelait très justement la climatologue, elle dit que ce sont des modèles. Ah voilà, un modèle, c'est pas la même chose qu'une équation. E égale MC2, c'est une équation. Si elle est vérifiée, il n'y a pas de consensus scientifique autour de E égale MC2. C'est vrai, ça marche. C'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires, notamment. Donc, il n'y a aucune discussion là-dessus. Là, il n'y a pas d'équation équivalente avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et l'autre côté du signe égal l'augmentation de température. Il y a des modèles. Un modèle, c'est quoi ? On prend les données du passé,
on formule un certain nombre d'hypothèses, on essaie de prévoir l'avenir. Ça, en tant qu'économiste, parce que ça tourne beaucoup en économie, ça ne marche pas, c'est faux. Il n'y a pas réchauffement, pourquoi est-ce que ça a autant de poids ? On va poser Pourquoi les est-ce qu'on questions en à un parle spécialiste. autant On va poser les questions. On ouvre le débat. On poursuit le débat, plus exactement. Alors voilà, vos propos ont été jugés climato-sceptiques, Philippe Herrlin. On va voir un petit peu tout ce que cela révèle sur la liberté d'expression aujourd'hui en France. Mais d'abord, Philippe Herrlin, est-ce que vous pouvez nous rappeler le cœur de votre argumentation sur le plateau de CNews ? Parce que nous n'en avons passé bien sûr qu'un petit extrait pour éviter d'être à notre tour, peut-être, qui sait, tapé par l'ARCOM. Donc voilà, expliquez-nous un peu ce J'espère que je ne vous présentiez. coûterai pas aussi cher quand même. Oui. Bon, voilà, bon. Heureusement, c'est pas vous qui avez payé l'amende. On rassure les téléspectateurs tout de suite, mais oui. Oui, alors, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, j'ai pris le contre-pied total du discours. Parce qu'il y a d'autres climato-sceptiques qui s'expriment rarement, mais un petit peu sur les médias. Eux, ils ont une vision plus modérée, parce que je pense qu'ils n'osent pas aller frontalement contre cette théorie. Moi, j'y suis allé franco, comme j'ai dit. J'ai dit c'était un mensonge, une arnaque. Bon, donc, j'y suis allé franco, et je l'ai expliqué à partir de cette distinction, comme je l'explique, entre ce que c'est qu'une équation physique, où là, ça marche comme E égale MC2, l'équivalence entre l'énergie et la matière. C'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires. Il n'y a pas de consensus, ça fonctionne parfaitement. Et puis, des modèles, on prend des données du passé, on malaxe tout ça, et on essaie de prévoir l'avenir. Alors, en économie, on utilise ça beaucoup, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. On l'a aussi essayé, on a aussi vu ce que ça donnait lors du confinement, où, selon la période collège, il y aurait 500 000 morts en France si on ne confinait pas. Et c'est le chiffre qu'a repris Macron dans sa déclaration. On sait maintenant que ce confinement ne servait à rien et que ses prévisions étaient complètement bidons. Bon, donc, partir des données du passé en essayant d'extrapoler l'avenir, c'est très imprécis, c'est très difficile, ça marche rarement. Bon. Mais c'est ce que fait le GIEC. Et même en plus, le GIEC a plusieurs modèles. C'est comme si l'INSEE vous disait la croissance l'année prochaine, ce sera 2% avec tel modèle, 1,5% avec tel autre. Bon, on se dirait, mais qu'est-ce qui se passe là ? Le GIEC a plusieurs modèles, et comme par hasard, c'est toujours le plus pessimiste qui est retenu par les médias. C'est sur le réchauffement, voilà. Donc moi, j'ai voulu dire, non, mais un modèle, ça n'a pas de véracité scientifique, comme peut l'avoir une équation physique. Voilà, donc. Et c'est ça qui n'a pas plu. Voilà. Alors ça n'a pas plu au système, au tenant du GIEC, mais ça a pas mal plu aux spectateurs, parce qu'il y a une personne sur X qui a isolé mon passage, et ça a immédiatement buzzé, alors qu'on était quand même en plein mois d'août 2023, mais bon, ça a immédiatement buzzé. C'est très chaud. Voilà, ça a bien buzzé, et c'est ça qui a inquiété les tenants, les défenseurs du réchauffement climatique anthropique. Je précise toujours anthropique. Il y a un réchauffement climatique qui est mesuré. Est-ce qu'il est dû à l'homme à 100%, comme le prétend le GIEC ? Moi, je dis que non, et beaucoup d'autres disent non. Il y a aussi une assemblée scientifique, je l'ai citée, qui est Clintel, qui réunit des grands scientifiques internationaux, qui montre qu'il n'y a pas d'alarmisme climatique à avoir. Voilà. Donc, il y a un débat, mais qui apparaît très rarement dans les médias. Quoi. Alors justement, à propos puisque vous évoquez le débat, est-ce que vous avez eu le sentiment, vous étiez face à une climatologue, que votre point de vue, il a été entendu, ou alors il a été immédiatement catalogué comme dangereux ? Le journaliste a quand même fait son travail, parce qu'il m'a donné la parole là-dessus. Et ensuite, quand il m'a coupé la parole, on le voit là, il m'a coupé la parole pour redonner la main à la climatologue. Maîtrise de l'antenne, on a voilà, ça, oui. Maîtrise de l'antenne. Mais moi, je ne lui reproche pas. Comme j'avais un avis qui tranchait par rapport aux autres intervenants, le journaliste, c'est tout à fait dans son rôle de me challenger avec quelqu'un d'autre. Bon, donc il y a eu une discussion. Alors, la climatologue n'a pas répondu précisément à l'argument que j'exposais, mais elle a quand même pu dérouler, et sur toute la séquence, c'est elle qui a largement parlé le plus et qui a pu présenter son point de vue, et c'est très bien comme ça, voilà. C'est ce que j'allais vous poser comme question, Philippe Herrlin, parce que, en fait, l'ARCOM a accusé CNews de manque de contradiction. Or, vous venez de nous confirmer que la climatologue a pu répondre, et qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le plateau qui avait votre position ou... Non, même pas. Il y avait 7 climatologues qui étaient en Zoom, en distanciel, et il y avait 2 autres personnes sur le plateau qui étaient aussi alignées sur elle. Bon, moi, j'étais le seul, voilà. Mais il y a eu une contradiction. C'est le seul à apporter la contradiction, finalement, aux 3 autres. Voilà, donc... Même le présentateur, on le voit, il répète, c'est inquiétant, c'est un peu effrayant, ça ne nous met pas très à l'aise, enfin bon... Donc il y avait une contradiction, et c'est ça qui est d'autant plus étonnant, l'association de l'ARCOM, parce que l'ARCOM la justifie
au nom du fait qu'il n'y avait pas de contradiction, ce qui est faux, parce que chacun peut voir la séquence dans toute son intégralité. Elle est en replay encore sur CNews, hein, donc je veux dire, tout le monde peut la voir. Et l'ARCOM a fait ses sanctions sur cet argument-là, et le Conseil d'État l'a confirmé sur la même raison, ce qui est complètement aberrant, c'est complètement irrationnel comme décision, hein, parce que il y a évidemment une contradiction, quoi. Jean-Yves, je vois que ça vous fait bondir de Moi, parler du Conseil d'État. ça me fait bondir parce que c'est des tribunaux, en l'occurrence le Conseil d'État, qui affirment quelque chose qui est manifestement faux. C'est même pas une interprétation, c'est manifestement faux. Donc ils ont un contrat de censure sur la tête de la CNews et des climato-réalistes, on va dire, complètement déconnecté des faits. Alors le Conseil d'État, moi je l'appelle le Conseil d'État socialiste. Parce que le vice-président, le président c'est Macron, enfin passons. Le vice-président, M. Tabuteau est socialiste. Le président de la section d'intérieur, M. Thau, est socialiste. Le président de la section du contentieux, M. Chantepie, est socialiste. Et le président adjoint de la section du contentieux, qui présidait la formation de jugement dans la décision qui opposait l'ARCOM à CNews, est socialiste. Voilà. Et donc, on est dans un monde exclusivement socialiste, exclusivement déconnecté de la réalité. Alors, qui doit décider aujourd'hui de ce qui est vrai ou de ce qui est de la désinformation en matière de climat? Parce que là, on pourrait vous dire, ça doit être la science qui doit parler et donc la climatologue, mais vous êtes économiste, vous êtes scientifique également. Est-ce que vous avez un avis sur cette question, Philippe Erlin? C'est-à-dire, la science ne progresse que par le débat. Par exemple, la théorie de la dérive des continents de Wegener, au début, on pensait que c'était complètement délirant et on le prenait pour un fou. Puis finalement, ça s'est révélé vrai. Pour qu'une vérité scientifique advienne, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un débat. Voilà. Et le problème sur le réchauffement climatique anthropique défendu par le GIEC, c'est que le débat est interdit. Toutes les personnes qui sont contre ou qui sont contre comme moi, ou qui osent simplement dire qu'il y a un alarmisme excessif, ils sont éjectés des médias. La même année, en 2023, il y a eu le prix Nobel de physique, physique quantique, qui a déclaré, qui s'est élevé contre l'alarmisme climatique. Ensuite, il a été décommandé des interventions qu'il devait faire. Donc après, les médias ont beau jeu de dire, regardez, il y a un consensus, tous les scientifiques qui s'expriment sur le sujet sont des mêmes avis, évidemment. Ceux qui sont critiques sont mis de côté. Et le problème de cette décision de l'ARCOM, confirmée avec le Conseil d'État, c'est que ça va être encore pire maintenant. C'est que les médias ne vont plus, les quelques rares médias qui invitaient des climato-sceptiques ou des gens qui discutaient du sujet, ne vont plus oser les inviter parce qu'ils se disent on va se prendre une amende de 20 000 euros. Donc ça va encore plus tuer le débat, quoi, qui est pourtant nécessaire à la science, quoi. Alors, vous avez pointé du doigt dans plusieurs interventions l'association Quota Climat. Je crois que c'est très important que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, plutôt de qui il s'agit. Oui, parce que c'est eux qui ont signalé mon intervention à l'ARCOM. Donc Quota Climat, c'est une association qui n'est pas... Sans doute au buzz sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Voilà, suite au buzz. Donc, c'est pas une association de scientifiques, hein, ce sont des anciens attachés parlementaires, donc des gens qui sont dans le marais de la politique. Ils ont donc porté plainte auprès de l'ARCOM, qui a répondu positivement à leur plainte, on l'a vu. Et ce sont des gens qui, par ailleurs, font un travail auprès des députés pour faire passer un texte qui oblige les journalistes et les médias à être plus rigoureux, entre guillemets, par rapport au réchauffement climatique, de façon à interdire complètement toute expression divergente. Et le problème, c'est que cette décision du Conseil d'État, elle va faire jurisprudence et elle va dans leur sens. Et donc, on peut craindre que la chape de plomb soit encore plus pesante sur ce sujet-là, quoi. Oui, il y a une charte journalistique aussi. Alors déjà, sur Radio France, ils ont dit explicitement qu'ils s'interdisaient d'inviter des climato-sceptiques. Comme ça, c'est clair. Mais les autres médias ne le disent pas explicitement, mais ils sont plutôt pour le faire. Et il y a quelques médias qui invitaient de temps en temps des climato-sceptiques, ils ne vont plus le faire. Hein. Voilà. Jean-Yves, la semaine dernière, lors du Forum de la dissidence, nous avions Fabien Bouglet qui était à nos côtés. Je dis nous parce que j'avais le plaisir de présenter cet événement. Il nous a expliqué quelque chose de fondamental à propos de Quota Climat, l'association dont vous venez de parler, Philippe Erlin. C'est à propos de ses financements. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus en quelques mots? Alors, Quota Climat, effectivement, a des financements publics, essentiellement. Des financements de l'ARCOM, d'ailleurs. L'ARCOM les finance pour qu'ils dénoncent à l'ARCOM. Mais ils
ils ont aussi des liens étroits avec le lobby éolien. Et le lobby éolien ou le lobby des panneaux solaires, il ne peut s'imposer parce que c'est un saccage des paysages, c'est une augmentation considérable du prix de l'énergie. Si le tarif de l'électricité est aussi élevé aujourd'hui, c'est à cause de ce genre de choses. Ils ne peuvent donc imposer leurs éoliennes, leurs panneaux solaires que si les gens ont peur et si la peur climatique s'impose. Donc il y a aussi des intérêts privés assez sordides derrière cela. Et c'est ce qu'a démontré Fabien Bouglet, qui dirige la revue Transition et Énergie. Alors Philippe Herlin, que va-t-il se passer, selon vous, si ce verrouillage se poursuit? On n'aura plus du tout le droit de parler de malheureusement, sortir de la doxa. malheureusement, je crois que la situation actuelle était déjà pas terrible, mais là, ça va empirer. Et c'est assez tragique de voir ça, parce que quand on regarde la situation au niveau mondial, il n'y a que l'Europe qui fonce comme ça, tête baissée, dans la lutte contre ce réchauffement, dans la transition énergétique qui fait exploser le coût de l'énergie. Les autres continents, les autres pays s'en fichent. On le voit aux États-Unis avec Trump. On le voit aussi en Chine, qui a un discours en apparence, parce qu'ils nous vendent des panneaux solaires, des éoliennes, donc en apparence. Mais en fait, ils construisent des centaines de centrales à charbon, en Chine, en Asie, partout, en Inde. C'est pareil. Donc en fait, il n'y a que l'Europe qui fonce tête baissée et qui interdit le débat. Et en faisant ça, on contribue à faire s'effondrer l'économie, parce que si on a une énergie trop chère, comme c'est le cas aujourd'hui, ça condamne l'industrie. Même l'Allemagne, qui était le cœur industriel de l'Europe, voit ses usines fermer. Toutes ces usines consommatrices d'énergie, comme la chimie, etc., ferment. Et c'est une catastrophe pour le continent. Donc il faut aussi bien prendre conscience que ce n'est pas seulement le fait de discuter, comme on peut avoir une discussion intellectuelle sur tel ou tel sujet. Ça a des implications concrètes. C'est l'appauvrissement de la France et de l'Europe. C'est l'effondrement de notre économie. Donc le débat est d'autant plus urgent. Voilà. À propos de débat, plus prosaïquement, est-ce que ce positionnement que vous avez pris a eu des répercussions sur vous? On l'a dit en début de cette intervention, c'est CNews qui a payé la note. Voilà. Je ne suis plus trop invité sur CNews. Quoi. Oui. Alors vous êtes invité sur TV Liberté. Voilà. Ouais. Heureusement qu'il reste des espaces de liberté. Malgré les frais d'électricité de TV Liberté, qui fait que nous travaillons dans des studios très froids. Dans le froid. Ce qui amène à prendre des petites laines, quoi, voilà. Mais vous riez, mais j'ai les mains gelées. Vous voyez ce qu'on ne ferait pas pour vous, chers téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Herlin, d'avoir été présent sur le plateau d'Immédiat. On vous remercie pour cet éclairage et puis on espère vous retrouver bien vite dans nos autres émissions. Merci. Le week-end dernier, dans quelle époque, Léa Salamé a reçu Thomas Soto qui, vous allez voir, tient des propos très intéressants. On écoute la vidéo tout de suite. Je défie quiconque de dire pour qui vote tel ou tel chroniqueur, pour dire pour qui je vote, et je m'honore de ça. Moi, je connais Léa depuis, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je ne sais pas pour qui Léa vote. Et c'est ça la définition du métier, en fait. Je vais être un peu triviale, pardonnez-moi, mais quand on vote ou quand on couche ensemble, l'important, c'est de ne pas se faire baiser. On ne sait pas trop comment ça va finir pour Madame Glucksmann, qui s'est bien entraînée pourtant pour arriver au JT, parce que son compagnon à la ville prend toujours plus de place, plus ou moins habilement d'ailleurs, comme on va le voir juste après dans la pastille suivante, dans les présidentielles qui arrivent, ça risque de finir d'une drôle de façon. Place à la pastille suivante où l'on parle justement de M. Glucksmann. Mardi soir, c'était la grande confrontation avec Raphaël Glucksmann sur LCI. Il faisait face notamment à M. Zemmour. On l'écoute tout de suite. En une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas. L'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, Monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80. Vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Est-ce que vous voyez dans le public cette dame, vous le verrez dans un deuxième extrait, qui est brune et qui réagit d'une drôle de façon au fur et à mesure qu'Éric Zemmour s'exprime, comme si elle guidait Raphaël Glucksmann. Pourtant, cette personne a été présentée comme une intervieweuse lambda, une votante, une commerçante lambda.
Fin de la parenthèse, Jean-Yves. Je vous laisse faire le commentaire sur Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour. Si vous voulez, l'objectif du système est de porter en avant Glucksmann comme candidat de succession, en quelque sorte, à Macron. Donc, on organise des émissions avec lui sur toutes les chaînes possibles et sur LCI. Et pour, au fond, assurer la promotion de Glucksmann, on invite des gens qui le challengent. Et donc, Zemmour, de ce point de vue-là, est très bon parce qu'il fait de l'audience, voilà. Et donc, mais en même temps qu'il fait de l'audience, pour Glucksmann en prend quand même plein la tête, quoi, voilà. Oui, justement, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième extrait. Donc, prêtez attention vraiment à cette petite dame brune derrière. Vous allez voir, c'est très étonnant, hein. On regarde le deuxième extrait. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. Il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui Hongrie, je m'en moque, votre frère, monsieur Glucksmann. En Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Même ces gens que j'ai cités, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Je ne vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Vous utilisez ces victimes pour faire la pub de Orban. Arrêtez. Donc, Monsieur Pujadas, c'est quand même deux. Ah oui, les deux. Oui, c'est du débat, là. C'est du débat. Voilà, un peu viril. C'est du débat. Un point maintenant sur le service public et le numérique. Radio France et France Télévisions ont décidé d'assigner CNews et Europe 1 ainsi que le JDD en justice pour dénigrement. Et figurez-vous que ça n'a pas tellement plu à la ministre de la Culture, Madame Dati. Je vous propose de l'écouter sur ce point précis. Alors les présidents de France Télévisions et de Radio France ont estimé que ce traitement était de l'ordre du dénigrement et ont souhaité assigner les médias du groupe Bolloré devant le tribunal de commerce. Par respect de l'engagement des deniers publics dans cette procédure, les tutelles auraient pu être informées. Plus largement, la réflexion sur ce que signifie l'impartialité, cette exigence d'impartialité du service public et la façon dont elle est mise en œuvre est évidemment pleinement légitime et c'est un débat que nous devons avoir. Mais ce sujet mérite largement mieux que la voie détournée de la judiciarisation. Le service public attaque en justice. Ce qui est quand même très ambigu, c'est qu'elle dit que la tutelle, c'est-à-dire elle-même, aurait dû être prévenue, mais elle les laisse faire quand même. Exactement. Alors qu'ils engagent des crédits publics pour un procès idéologique contre des gens dont ils ne partagent pas les opinions. Voilà. Alors pendant ce temps-là, Jean-Yves, d'ailleurs, l'ARCOM continue ses petits mouvements et en relançant un observatoire de la haine en ligne et ils veulent créer des signaleurs de confiance. Une belle expression de novlangue, ça d'ailleurs, Jean-Yves. Hein, des balances de confiance, des dénonciateurs de confiance, des délateurs de confiance, subventionnés. L'ARCOM, 50 millions d'euros, et à partir de là, ils redistribuent de l'argent à des officines pour faire de la surveillance, de la dénonciation, et ensuite ils font des sanctions. Le tout est validé par le Conseil d'État. Donc vous avez l'ARCOM, dirigé par M. Adjari, qui est un homme qui promeut la diversité, qui a des affinités socialistes, qui est président. Vous avez M. Alban de Nervaux, qui est sur la même ligne politique. Il subventionne des gens de la même ligne politique. Et ensuite, tout ça finit par être jugé par le Conseil d'État, qui est de la même ligne politique. C'est-à-dire un tout petit nombre, une toute petite oligarchie.
Alors pendant ce temps-là, Jean-Yves, Emmanuel Macron de son côté envisage un référendum sur la place des réseaux sociaux début 2026. Enfin du moins il prendra sa décision à ce moment-là. Emmanuel Macron qui continue son tour de France avec la PQR, la presse quotidienne régionale, et qui cette fois-ci était face à la Voix du Nord. Face à Oui, avec. Avec. On va dire avec. En connivence. En connivence. Qui était très inquiet parce qu'il estime que l'IA aussi lui pose problème, parce qu'il estime que demain, les personnes demanderont à l'intelligence artificielle pour qui dois-je voter, ce qui est quand même un peu prendre les Français pour des crétins, mais enfin bon, passons. Donc il voudra contrôler aussi ces IA parce qu'elles n'ont pas des intérêts totalement neutres. Ah bon, ça nous avait échappé. Tout va très bien dans ce monde. Dans le numérique et sur les médias, c'est magnifique. D'autant plus qu'en l'état, les IA sont très politiquement correctes. Même l'IA de Musk, Grok, est encore assez politiquement correcte, même si elle devient de plus en plus précise, ouverte et intelligente. Mais les IA aujourd'hui sont en majorité politiquement correctes. Le président Macron devrait se rassurer. Deux associations cherchent à se constituer partie civile pour remettre au cœur de l'enquête sur le drame de Crépol les témoignages de victimes relatant des propos anti-blancs lors de l'explosion de violence avec des couteaux à la sortie du bal de Crépol. On s'en souvient, c'était en novembre 2023. Voilà, l'enquête avance, mais les témoignages n'ont pas vraiment changé. On a par exemple ce Léo qui dit ceci. Quand ça a commencé à partir en vrille, ils ont dit « On est venu ici pour planter des blancs ». Je ne sais pas si c'est important, mais dans la bagarre, j'ai entendu « on est là pour tuer du français ». Voilà, des mots forts qui, pour l'instant, ont été plus ou moins écartés par les enquêteurs et d'ailleurs qui ont été aussi très écartés par la presse. On se souvient de cet édito particulièrement ignoble de Patrick Cohen. Jean-Yves, maintenant un petit passage au Puy du Fou. BFM parle d'un récit national controversé du Puy du Fou. Oui, c'est nouveau de parler du récit national controversé. Le récit national, il a été mis au point au XIXe siècle et il a été très largement développé par l'éducation nationale, l'éducation républicaine, jusqu'au milieu des années 80. Et puis, depuis, on est dans une vaste entreprise de déconstruction et on veut remettre en cause toute l'histoire nationale, les temps forts, qui peuvent être 732, la bataille de Poitiers, qui peuvent être le baptême de Clovis, qui peuvent être Jeanne d'Arc, puis les événements plus récents avec Louis XIV, Napoléon, etc. Ce récit national, c'était le récit de l'éducation nationale, le récit républicain, jusque dans les années 1980-1990. Aujourd'hui, il est remis en cause par des demi-savants et qui mettent en cause la présentation qu'en fait, avec beaucoup de talent, il faut bien le dire, le Puy du Fou. Il y a une espèce de haine du Puy du Fou, parce que le Puy du Fou donne un peu aux Français l'envie de le rester, et ça, c'est pas bien. Et surtout, c'est un grand succès. On rappelle que pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, racontent et embellissent leur histoire de jour en jour. Donc voilà, en France, on aime bien taper sur les succès. Voilà, 3 millions de visiteurs, deuxième parc, c'est effectivement un grand succès. Et il y a une déclinaison en Espagne, à Tolède, sur l'histoire espagnole, évidemment. Claire Géronimi, vous savez, cette courageuse jeune fille qui a été victime d'un viol particulièrement ignoble par un OQTF qui a été condamné récemment, est désormais victime d'un article particulièrement ignoble, lui aussi, de Street Press, qui avait titré dans un premier temps, avant de se reprendre et de faire un autre titre un peu plus correct, mais pas vraiment. Ils avaient titré « Victime de viol, proche de Sterrin, allié de Némésis, Claire Géronimi, la coqueluche de l'extrême droite ». Et ils ont remplacé donc ce propos par « Claire Géronimi, figure du fémo-nationalisme ».
C'est hallucinant, Street Press. Alors d'ailleurs, quand vous vous rendez sur le site, c'est vraiment, enfin c'est presque drôle, tellement c'est ridicule. Il y a des petits pop-up comme ça qui s'ouvrent, qui vous empêchent globalement de lire l'article que vous voulez lire. D'ailleurs, Eric passe une mauvaise journée car une belle personne vient de donner 5 € par mois à Street Press. Marion est en effervescence car une belle personne vient de donner 30 € à Street Press. Alors Jean-Yves, nous aussi on est en campagne de don. Nous aussi on pourrait être en effervescence si une belle personne, pas tout à fait pareille que celle de Street Press, donnait 30 €, 50 € ou un don régulier à TV Liberté, parce que contrairement à Street Press, nous n'avons pas de subventions publiques, alors que Street Press, ils ont des subventions publiques. Nous n'avons que vous. Chaque geste compte, hein, vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, on vous en remercie d'avance pour tout ce que vous pourrez faire. Les natifs dérangent la justice, Jean-Yves. Ils avaient rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le 13 novembre, donc, c'était un hommage assez différent, ceci dit, que celui qui avait été organisé par le pouvoir, hein, vous savez, où les gens ont dansé et chanté. Je vous propose de regarder une petite vidéo et ensuite on continue les explications sur les natifs. Il y a 10 ans, ça tire dans le Bataclan, là. l'islamisme a tué 130 personnes dans les rues de Paris. Il y a 10 ans, Paris a été frappé d'une attaque sans précédent. On vient de prendre des balles à côté du Bataclan. Il y a 10 ans, la France était en deuil. Il y a 10 ans, nous avons laissé les ennemis s'en tirer. Depuis 10 ans, rien n'a été fait. Suite à cette action, Jean-Yves, 5 militants de ce groupe ont été interpellés de façon assez musclée à 6 h du matin, comme en ont l'habitude les policiers. Voilà. Alors, ils sont poursuivis pour des slogans anti-islam qui ont été prononcés au Trocadéro. Et c'est vraiment cette partie-là qui aura été retenue par la justice, puisque le parquet a retenu la provocation publique à la haine ou à la discrimination. Et il y aura une audience qui a été renvoyée au 28 janvier 2026. En attendant, les jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire, interdiction de se voir ou évidemment de manifester, ce qui nous fait quand même maintenant l'État peut vous empêcher donc d'aller dans vos supermarchés, d'utiliser vos réseaux sociaux. Ça, c'est l'affaire Ghana, et l'affaire Les Natifs, c'est de voir vos amis, parce qu'évidemment, je pense que ces jeunes hommes sont des camarades tous. Vous avez un commentaire, Jean-Yves? Je crois que c'est de la narco-tyrannie à l'état pur, c'est-à-dire que l'État est impuissant face aux délinquants, il est impuissant face à l'immigration clandestine et il est extrêmement répressif vis-à-vis de ceux qui dénoncent précisément cette impuissance. Ils vont être poursuivis pour délit d'opinion, pour avoir dit islam hors d'Europe. Bon, ce qui est une opinion politique qu'on peut trouver condamnable, mais ça devrait pouvoir faire partie du débat. Ils vont être poursuivis pour délit d'opinion et on peut le craindre condamné. Alors d'ailleurs, le résultat un peu de leur pré-condamnation, si je puis dire, est tombé en même temps qu'un sondage IFOP qui pointait un durcissement des opinions, c'est le point, hein, un durcissement des opinions d'une partie des jeunes musulmans, en particulier chez les 15-24 ans. Mais en même temps, jeunes musulmans, c'est presque un pléonasme, j'ai envie de vous dire, Jean-Yves. Alors il y en a 81% de ces jeunes musulmans qui placent désormais le Coran au-dessus de la science pour expliquer l'origine du monde, mais on a également 42% des musulmans qui éprouvent de la sympathie pour l'islamisme et 59% des jeunes musulmans en France qui souhaitent l'application de la charia selon ce sondage IFOP. Alors pour revenir juste quelques instants, c'est une petite blague, mais Pierre Arditi a apporté son soutien à Alain Souchon qui s'était exprimé contre les électeurs du Rassemblement national. Il avait dit qu'on avait le droit d'exprimer ses convictions comme on veut. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde, il a le droit. En l'occurrence, si vous voulez, ce que révèle ce sondage, c'est que l'islam porte l'islamisme comme le vent porte les nuées. Voilà, c'est ça que révèle ce sondage, et qu'il va être très difficile d'avoir deux civilisations
sur le même territoire. C'est ça la réalité. Et c'est ce qu'il est interdit de dénoncer. Alors, vous savez, BFM TV aime bien toujours minimiser ces faits politiques-là. Et donc, dans leur sujet sur l'islamisme qui gagne du terrain chez les jeunes, eh bien, ils ont réussi à placer aussi le nombre de musulmans en France, selon cette enquête IFOP, qui serait passé en 9 ans de 5 à 7%, nous dit-on, donc 7% de musulmans en France. Et ils ont dit ceci, on est loin du cliché du grand remplacement. C'est toujours amusant. En tout cas, vu comme l'islamisme effectivement progresse dans les rayons des supermarchés, on n'a pas hâte de voir ce que ça donnera quand ce sera 15 ou 20%. Il y a un grand remplacement alimentaire, en tout cas. Voilà. Dans les supermarchés, ça se voit particulièrement. Et sur BFM, toujours, eh bien, ils ont réussi à faire intervenir leur chroniqueuse économie et société, qui, je ne sais pas trop bien pourquoi, était là, et qui a dit qu'elle n'était pas inquiète de cette montée de l'islamisme chez les jeunes musulmans, mais qu'en revanche, elle était très inquiète de la montée des intégristes catholiques. Et je vous propose d'écouter son intervention parce que elle est vraiment extraordinaire, cette Amélie Rosic de son nom. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée des intégrismes en général. On le voit aux États-Unis, c'est l'intégrisme catholique, c'est une vérité. On le voit aussi oui, on le voit aussi dans les prisons. Alors, dans les prisons françaises, c'est de l'intégrisme catholique. Pour le coup, il y a eu un rapport tout récemment de la montée dans les prisons françaises des détenus qui se réclament de cette mouvance extrémiste-là. Je crois qu'il y a une recherche de sang et de terreur qui, moi, me terrorise. Elle est nulle et elle se mélange en plus, Jean-Yves. Bon, dans les prisons françaises, il y a eu un rapport commandé, évidemment, à des fins politiques, on en parlait la semaine dernière, qui pose sur quelques dizaines de cas sur plusieurs années de détenus supposés radicalisés d'extrême droite, pas forcément uniquement catholiques d'ailleurs. Ouais. Enfin, tout ça. Mais c'est les fausses fenêtres. C'est les fausses fenêtres. Voilà. C'est BFM TV, hein, c'est leur rôle, en fait. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette édition d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous le savez, il faut cliquer sur le petit pouce en l'air pour aider l'algorithme de YouTube à propulser notre vidéo afin que des millions de personnes puissent la regarder, bien sûr. Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs tout seuls puisqu'ils retrouvent une rediffusion du portrait piquant de Léa Salamé. Et bien sûr avant qu'elle ne présente le JT de France 2, mais c'est toujours bien de remettre un peu les points sur les... La future première dame, selon les rêves du système. Selon les rêves du système, nous verrons ce que cela donne. Enfin, on vous laisse avec ce portrait piquant présenté par Claude Cholet en partenariat avec le Gym, et on vous dit à très vite sur TVL. D'ici là, portez-vous bien. Journaliste franco-libanaise, Léa Salamé, de son vrai nom Hala Salamé, est une étoile de l'information depuis qu'elle a arbitré les débats entre Éric Zemmour et Nicolas Demenac sur iTélé. Issue de la haute bourgeoisie affairiste libanaise, elle ne cache pas, malgré son image d'objectivité, une idéologie libérale, libertaire, cosmopolite et mondialiste. Née en octobre 1979 à Beyrouth, elle est la fille du franco-libanais Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture, professeur à Sciences Po et soutien de l'Open Society de George Soros. Arrivée à 5 ans en France, elle a été naturalisée en 1988. Très bonnes études à Paris, à Saint-Louis de Gonzague et à l'école alsacienne. New York University, puis Sciences Po. Le parcours doré des bons éléments de la bourgeoisie. Elle est lancée en 2004 à la télévision par Jean-Pierre Elkabbach sur LCP Public Sénat. Puis c'est France 24, un petit tour à France 3, iTélé, France 2, l'émission On n'est pas couché, enfin France Inter. Patrick Cohen quittant la matinale de France Inter pour Europe 1, Laurence Bloch impose le duo Demorand-Salamé à la tête de la matinale. Avec Demorand, venu de Libération, la symbiose professionnelle et politique est réussie. Comme elle le déclare au Point avec Nicolas, c'est un mariage vraiment réussi. Nous sommes un couple qui fonctionne bien. Fin de citation. En 2021-2022, en plus de France Inter, elle est sur France 2, à la fois présentatrice d'Élysée 2022 et bras droit de Laurent Ruquier sur On est en direct. Certains commentaires s'émeuvent de sa partialité
lorsqu'elle se retrouve face à Éric Zemmour, d'abord dans On est en direct, puis sur le plateau d'Élysée 2022. Il y avait du monde, vous avez raison de le dire, mais il y avait aussi des Macron assassins, ce que... Bon, ça restera, c'est resté. Elle ne parvient pas à réprimer une attitude hostile à l'endroit du candidat. Elle sera ovationnée à France Inter pour son esprit agressif lors de cet épisode. Son compagnon, Raphaël Glucksmann, père de son enfant, est élu tête de liste socialiste en vue des élections européennes de 2019. En mai 2019, elle anime le prix, ouvrez les guillemets, rôle modèle LGBT qui récompense les personnes LGBT+, dont le succès professionnel, le parcours de vie, les valeurs ou le rôle social sont considérés comme un modèle à suivre. Amen. Laissons le mot de la fin à Grégory Rose. Je cite, « Celle qui partage sa vie avec un député progressiste peut-elle vraiment animer un débat politique en toute impartialité sur une chaîne de service public ?» À nos auditeurs de donner leur réponse.